Bonsoir à tous, débat du second tour des élections législatives sur TV 78 et pour le premier débat, direction la 6e circonscription. Ce territoire est situé dans le nord-est du département, entouré par la Seine, une circonscription composée de 110 000 habitants vivant dans 8 communes avec notamment Saint-Germain-en-Laye, Le Pec ou encore Carrières sous Poissy. Au premier tour des élections législatives 2022, Natalia Pouzyrev, candidate ensemble à la majorité présidentielle, est arrivée en tête avec plus de 37% des voix. Elle est suivie par la candidate de la NUPES, Melinda Sauger. Parmi elles, la future députée de la 6e circonscription des Yvelines, et elles sont avec nous sur le plateau de TV78. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors Melinda Sauger, vous avez 41 ans, vous êtes professeure enseignante dans un collège à Poissy, et puis vous êtes engagée à gauche, notamment pour la NUPES, et avant le Parti ouvrier indépendant. Et vous, Natalia Pouzyrev, vous êtes la députée sortante, âgée de 61 ans. Alors, durant ce débat, en fait, on va chronométrer vos temps de parole. Vous ne vous coupez pas, bien évidemment. Et puis, c'est moi qui distribue la parole. On va commencer avec vous, Melinda Sauger, parce que vous avez été tirée au sort avec la thématique du pouvoir d'achat. Alors, face à l'inflation, qu'est-ce qu'il faut faire du côté de la NUPES ? Alors, avant de donner les mesures, peut-être un constat sur la situation, puisqu'on est dans une situation où les inégalités n'ont jamais été aussi fortes, en France, dans le monde par ailleurs, mais en France et en Europe en particulier, où on a des profits et des enrichissements qui sont colossaux, notamment du côté des entreprises, du CAC 40, qui n'ont jamais fait autant de profits que dans ces dernières années, malgré la crise du Covid, qui a même été un facteur d'enrichissement pour certaines. Et c'est vrai qu'on est face à ce système qui ne fait qu'engranger et creuser des inégalités comme jamais. Et face à ces inégalités, qu'est-ce qu'on constate ? Que dans la situation actuelle, avec l'augmentation des prix, on a des situations où les gens, tout l'hiver par exemple, ont dû faire le choix de ne pas chauffer pour pouvoir tenir à la fin du mois. Là, se retrouvent confrontés dans la situation présente à l'augmentation des prix et à rajouter à peu près 90 €, je crois, par mois. C'est ce que disaient 60 millions de consommateurs il y a quelques semaines. Donc, une augmentation du coût de la vie et une difficulté à faire face qui est inacceptable, que traverse une majorité de nos concitoyens et qui fait du coup qu'il y a la nécessité de proposer des mesures d'urgence et des mesures immédiates. Alors, oui. Alors, par rapport à ce constat, vous souhaitez peut-être répondre à Melinda Sauger ? Oui, tout à fait. Tout d'abord, je crois que nous avons deux projets de société assez différents. Et effectivement, nous portons un projet avec la majorité qui protège les Français et qui ne cherche pas à diviser comme le projet de la France insoumise. L'État a été au rendez-vous pendant la crise du Covid avec le quoi qu'il en coûte. Et nous avions même avant la crise pris plusieurs mesures pour augmenter le pouvoir d'achat, comme par exemple la suppression de taxes d'habitation. Nous aurons à venir la suppression de la redevance télé, mais aussi avec une augmentation de la prime d'activité qui a créé un véritable 13e mois pour les salariés, avec les salaires les plus bas, et ainsi que la prime Macron qui permet aux entreprises de donner effectivement un peu plus de pouvoir d'achat, parce que le pouvoir d'achat, c'est avant tout par le travail. Alors, on voit deux constats différents. Maintenant, face à l'augmentation des prix anticipés, l'INSEE anticipe 5,2% d'augmentation des prix sur l'année 2022. Quelles sont les mesures d'urgence que vous proposez ? D'abord vous, Melinda Sauger. Alors, mesure d'urgence, c'est le blocage des prix. Ça fait plusieurs mois qu'on le dit. On le disait déjà pendant la campagne à la présidentielle. Il y a une mesure très simple à prendre qui peut être prise au plan français, mais comme européen d'ailleurs. Emmanuel Macron pourrait le faire puisqu'il est président actuellement de l'Union européenne. C'est de dire on bloque les prix des produits de première nécessité, alimentaire évidemment, hygiène, mais aussi électricité, énergie, l'essence. Enfin, tout le monde est confronté à des prix mirobolants actuellement. Et ça, c'est une mesure qui permettrait déjà de donner de l'air, je dirais, à nos concitoyens et de faire en sorte qu'ils ne se retrouvent plus à devoir faire des choix aujourd'hui qui sont pour la plupart, dans ce que j'entends dans les porte-à-porte, de la survie. J'entends beaucoup, en ce moment, on survit, on ne peut rien faire d'autre à part faire nos courses, payer nos factures, payer le loyer, et tout le reste a disparu justement pour pouvoir tenir. Donc ça, c'est une première mesure qui, à mon avis, est centrale. Et vous, du côté de la majorité présidentielle, Natalia Pouzyrev ? Je crois que les mesures d'urgence ont déjà été prises lorsque nous avons mis en place le bouclier tarifaire sur l'électricité, sur le gaz, avec un chèque énergie qui a été distribué à une majorité de Français. Et nous allons poursuivre ces mesures de protection avec le bouclier tarifaire, mais aussi un chèque alimentaire, la réindexation des retraites, donc une revalorisation des pensions, ainsi que l'indexation des salaires de la fonction publique. Donc je crois que pour le coup, nous sommes tout à fait
à l'écoute des difficultés des Français, avec une situation effectivement très inflationniste, où il faut être accompagner nos concitoyens, mais aussi être, je dirais, sérieux sur les mesures qui peuvent être mises en place. C'est une interpellation pour Mélinda Sauger par rapport au bouclier. Pourquoi ça ne serait pas possible, par exemple, le bouclier tarifaire proposé par la NUPES ? Mais c'est-à-dire que dans le programme global de la NUPES, il y a des augmentations de salaire, du SMIC, il y a des augmentations d'impôts, il y a une réduction du temps de travail, c'est dans le programme, hein, j'ai lu le programme de Mélenchon, et ce n'est pas ce qui va concourir à créer de l'activité, et c'est l'activité qui crée le pouvoir d'achat. Donc je pense que ce sont des mesures tout à fait irraisonnables, déraisonnables, et même voire irresponsables, parce qu'elles pourraient entraîner la faillite du pays, et c'est pas ce que l'on veut. Les entreprises vont se trouver coincées dans un effet ciseau entre l'inflation, un prix des matières premières, des approvisionnements qui augmentent et des coûts salariaux qui augmentent, et avec des gens qui travaillent moins longtemps. Et je pense que c'est une situation tout à fait intenable et très dangereuse pour le pays. Mesure déraisonnable, quasiment mettre l'État en faillite. Alors, elle n'est pas déraisonnable au sens où c'est fait. Dans d'autres pays ailleurs en Europe, en Portugal et en Espagne, ils ont bloqué les prix et ils ne se sont pas effondrés. Enfin, en tout cas, j'en ai pas eu connaissance. Ils ont une inflation qui est le double de nous. Hein. L'Espagne, c'est 9%. Hein. En France, on est à 4,5%. Alors, on va laisser finir. Et par ailleurs, c'est pas du tout déraisonnable. Au contraire, c'est raisonnable au sens où, contrairement à ce que disait Mme Pouziref, le précédent quinquennat n'a fait que creuser, je le disais, les inégalités et n'a fait que creuser également le déficit de l'État. Puisque vous parliez des aides accordées aux entreprises pendant le Covid, ces aides, cet argent de l'État qui a été donné par milliards et par milliards, aujourd'hui correspond à la virgule près, au centime près, à justement au déficit de l'État actuellement. Donc ce n'est pas vrai. Et c'est ce qui a permis justement à plusieurs groupes de s'enrichir de manière considérable, ce que je disais avant. Donc c'est au contraire une mesure de rétablissement plutôt de la paix sociale dans ce pays et de favoriser justement le plus grand nombre et non pas à l'encontre justement de nos concitoyens. Natalia Pouziref ? Oui, je crois que les mesures que nous avons prises, les mesures d'urgence qui étaient nécessaires, ont permis par le chômage partiel, par le soutien aux commerçants, à maintenir l'activité et l'emploi. Et c'est ce qui est fondamental. Et d'ailleurs, si on fait le tour des commerçants, ils sont tous à saluer les mesures de soutien dont ils ont bénéficié. Sinon, ils auraient licencié. Et j'en reviens toujours aux mêmes fondamentaux. C'est par le travail, c'est le fait qu'on ait réduit notamment le chômage, que l'on peut donner non seulement de la dignité aux personnes qui retrouvent un emploi, mais aussi leur donner les moyens de vivre. On va faire un point sur les temps de parole des deux candidates. Natalia Pouziref, vous avez un peu plus d'avance que Mélinda Sauger, mais bon, on va rééquilibrer ça pendant l'émission. On a encore beaucoup de thématiques à traiter. On va continuer sur le pouvoir d'achat, notamment avec une zone où les villes sont classées quartier politique de la ville, notamment Carrières-sous-Poissy ou encore la ville d'Achères, dans votre circonscription, la 6e circonscription des Yvelines. Comment vous allez soutenir ces catégories plutôt défavorisées dans ces communes-là ? On commence avec vous, Natalia Pouziref. Eh bien, je pense que d'abord, Carrières-sous-Poissy est un quartier prioritaire de la ville, mais Achères en est sortie justement, et donc elle ne bénéficie pas forcément, cette ville, de toutes les aides, notamment le dédoublement des classes CP, CE1. Et moi, j'ai porté mon action pendant ces 5 ans sur le fait qu'il fallait avant tout veiller à ce que l'égalité des chances soit acquise dans ces villes-là. Et donc, nous avons fait un effort pour réduire les effectifs d'élèves dans les écoles qui sont dans ces quartiers un peu plus vulnérables, et je pense que c'est très important pour les parents, lorsque je les rencontre, que leurs enfants bénéficient d'un environnement scolaire qui leur permette d'apprendre, parce qu'ils ont véritablement de l'ambition pour eux. Et puis il y a d'autres dispositifs qui ont été mis en place, comme les dispositifs Cœur de Ville et autres, qui sont là pour permettre de ramener de l'activité en centre-ville, et je dirais qu'il faut rendre les conditions de vie les plus agréables possibles dans ces villes-là, et ça passe notamment par les transports, un sujet sur lequel je me suis beaucoup intéressée pendant ce quinquennat. Et on en parlera après dans la thématique environnement. Mélinda Sauger, vous avez plus d'1 minute de retard. Comment on soutient ces populations qui vivent dans ces quartiers ?
Natalia Bouzireff évoquait aussi des solutions pour l'éducation, par exemple. Là, on est sur une thématique pouvoir d'achat, comme vous voulez. Vous pouvez répondre aussi sur les politiques sociales. Alors, l'éducation, j'en parlerai plutôt tout à l'heure. J'aurai des choses à dire justement sur ce sujet-là. Sur le pouvoir d'achat, c'est un peu la suite de nos mesures qui concernent justement les populations les plus vulnérables ou les plus défavorisées. C'est la question du SMIC, avec le fait qu'on veut porter le SMIC à 1 500 € tout de suite, si on obtient la majorité, de manière à, là aussi, faire en sorte que le SMIC et les salaires, puisque ça peut entraîner du coup derrière une augmentation des salaires, avec les conférences sociales que l'on veut convoquer, avec juste pas au niveau national mais aussi par branche, de manière à ce que dans chaque branche d'activité on puisse avoir de véritables négociations sur l'augmentation des salaires, augmenter le point d'indice des fonctionnaires, qui est gelé depuis, je le sais bien étant moi-même fonctionnaire, depuis plus d'une dizaine d'années, avec aujourd'hui des salaires de misère dans toute la fonction publique qui n'ont même pas été indexés sur l'inflation, donc un retard de plusieurs centaines d'euros. Donc ça c'est, je dirais, une mesure qui, pour pas rentrer dans tous les détails, mais qui permet tout de suite, là aussi, d'aider les plus vulnérables. Et puis ensuite, il y a toute une série de mesures, mais on y reviendra peut-être avec l'environnement ou la sécurité, qui peuvent permettre justement de prendre un peu d'air. Parce que sincèrement, la situation dans ce pays, c'est des gens qui ne peuvent plus. C'est très grave la situation dans laquelle on est. Et je pense qu'il y a urgence à aider. C'est tout à fait possible. Parce que l'augmentation des salaires, contrairement à ce que vous disiez, va générer du coup de la richesse, va générer ensuite du pouvoir d'achat, donc va générer des carnets de commandes pour les entreprises. Donc ça n'est pas du tout à l'opposé, je dirais, des entreprises et de ce qu'elles peuvent ensuite justement tirer profit si on augmente les salaires. Et puis c'est la question des retraites aussi, avec la retraite à 60 ans, qui permet là aussi, étant donné les attaques majeures qu'on doit avoir sur nos régimes de retraite, ça permet là aussi de permettre de s'en sortir, je dirais, tout au long de sa vie. Merci, on est quasiment à l'équilibre sur cette thématique. On va changer de thématique, on va passer à la thématique sécurité. Face à la délinquance et aux nuisances sonores, la police avance notamment qu'elle manque de moyens. Puis, lors d'une manifestation devant l'Assemblée nationale, certains policiers avaient déclaré, je cite, « Le problème de la police, eh bien, c'est la justice ». Alors, face à ce phénomène et à ce type de déclaration qu'on peut entendre dans des mobilisations, qu'est-ce que vous prévoyez de faire en tant que député ? On commence avec vous, Natalia Bouzireff. Tout d'abord, il ne faut pas opposer police et justice. Et la plupart des syndicats de police ont un langage beaucoup plus modéré que ce que vous venez de rapporter. Nous avons augmenté considérablement le nombre d'effectifs de policiers, de gendarmes, 50 000 sur le quinquennat, mais nous avons aussi augmenté de plus de 30% le budget de la justice, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup à faire. Je rappelle que sur tous les sujets sécurité, justice, éducation, santé, eh bien, nous avons pris des politiques qui sont très volontaristes et qui vont continuer dans le prochain quinquennat, mais on part d'une situation qui était fortement dégradée sous les gouvernements précédents, qu'ils soient de gauche ou de droite. Donc, si vous voulez, certaines situations ne vont pas se régler du jour au lendemain. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que sur la sécurité, les policiers, les gendarmes ont tout mon soutien. Et quand j'entends que le chef de la France insoumise, Mélenchon, insulte les policiers en disant que c'est eux qui tuent des gens, je suis complètement révoltée par ce fait. Les policiers sont là pour nous protéger, tout comme nos pompiers qui interviennent sans relâche pour protéger les populations dans les quartiers, qu'ils soient favorisés ou défavorisés. Donc moi je trouve que ce n'est pas un argument très républicain et que miner l'autorité de la police encourage au contraire les délinquants à faire fi justement du respect que l'on doit à ceux qui nous protègent. Linda Sauger. Oui, pour revenir sur la manifestation du 19 mai, vous en parliez en introduction de ce sujet. 2021. Exactement. Si, il y avait un gros problème vis-à-vis de la justice, parce qu'on s'est retrouvé quand même dans une situation où des milliers de policiers rassemblés devant l'Assemblée nationale étaient là pour mettre pression justement sur la justice, en disant finalement, ce qu'il faut, c'est que c'est faire pression sur la justice et donc sur l'état de droit. Donc si, c'est très grave, on a condamné cette manifestation avec l'Union populaire, avec la France insoumise, à juste titre à mon avis, et condamner cette manifestation, ça n'est pas condamner la police en soi. Le problème de fond de cette discussion, c'est quel usage on fait de la police. À quoi sert la police ? C'est une vraie question dans un état de droit comme le nôtre auquel on est attaché à la République. Donc c'est quelle utilisation on en fait et à quels ordres, à quelles directives répond la police pour faire quoi ? Donc est-ce qu'on est dans une... Le maintien de l'ordre, par exemple. Le maintien de l'ordre, il y a plusieurs façons de l'envisager, Madame Bouzireff. Il y a le maintien de l'ordre dans les situations quotidiennes. Ce que j'ai observé moi sur le maintien de l'ordre depuis plusieurs années sous votre quinquennat, c'est une aggravation du caractère répressif justement du maintien de l'ordre avec plusieurs lois extrêmement graves
qui ont été condamnées, et pas seulement par la France insoumise, de manière très largement par nos concitoyens. Je pense à la loi de sécurité globale, je pense à la loi sur le maintien de l'ordre, avec justement une direction extrêmement répressive de la police, qui fait que, non, on peut faire autre chose avec la police dans ce pays. Et c'est ça que nous, on met justement en avant dans notre programme. C'est tout à fait faux, puisque les Français plébiscitent leur police, je crois, à environ plus de 85%. Donc ce que vous dites n'est pas avéré. Et au contraire, les Français aspirent à plus de tranquillité. Et c'est bien normal. Et ils attendent des députés en responsabilité qu'on lutte contre les incivilités. Moi, je l'ai fait avec la proposition de loi qui a créé un délit spécifique sur les rodéos. Il n'y a pas seulement l'aspect nuisance sonore, il y a aussi le fait que cela puisse tuer. Il y a eu 2 personnes tuées l'année dernière et il y en a une qui a été renversée, je crois, hier ou avant-hier. Donc non, c'est ça, c'est ces délinquants qui tuent la population, c'est pas du tout la police. Donc il faut avoir un respect pour l'ordre, pour l'autorité. Et bien sûr, moi je fais confiance aux policiers pour agir avec tout le discernement. Et la France, les Français majoritairement soutiennent leurs forces de l'ordre. Mélinda Sauger, pour répondre. Oui, les policiers répondent à des ordres. Ils répondent à des ordres du préfet, ils répondent aux ordres du ministère de l'Intérieur. Donc il y a bien, un point de vue qui est donné aux policiers qui ensuite, effectivement, sur le terrain, font ce qu'ils ont à faire en fonction des ordres qu'on passe. Moi, je prends seulement quelques chiffres. Depuis 4 mois, les 4 derniers mois, vous avez eu 4 morts par la police pour refus d'obtempérer. Il y a eu encore très récemment cette jeune femme qui s'est retrouvée tuée d'une balle dans la tête alors qu'elle revenait de soirée. Bon, en termes de sécurité, on fait quand même mieux. Alors, il y a eu peut-être des circonstances particulières. Quand même. Ça, c'est la justice qui le dira, mais le fait est que, moi, j'avais jamais vu ça personnellement. Il y a quand même eu pendant tout le quinquennat des condamnations répétées de l'ONU notamment, mais pas que, sur l'usage, je crois, c'était abusif de la violence, notamment pendant les manifestations des Gilets jaunes, notamment pendant les manifestations des syndicalistes sur telle ou telle réforme, et sur les manifestations de la loi sécurité globale. Donc il y a bien une remise en cause de la manière dont on agit, encore une fois, en tant que force de l'ordre. Et c'est ça qui est un véritable problème, et que nous, on propose de remettre à plat, en gardant bien évidemment une force de police, mais plus axée sur la prévention, sur la proximité, sur le dialogue, et ce qui ne veut pas dire du tout à l'encontre des policiers en tant que tels. Mais c'est bien pour quelles raisons on le fait. Pour faire quoi ? On va faire un point sur les temps de parole des 2 candidates. Pour rappel, c'est le débat dans la 6e circonscription pour les élections législatives pour le second tour du dimanche 19 juin. Et donc, on voit que vous êtes quasiment à l'équilibre. Vous avez un peu plus d'avance, Mélinda Sauger. Voilà. Mais peut-être répondre sur ce qui vient d'être dit par rapport à la police et puis parler aussi de la justice et du manque de moyens qu'on témoignait aussi. Qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que vous avez présenté le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qui va être fait dans les 5 prochaines années si vous êtes élu à l'Assemblée nationale? Recruter plus de magistrats, mais aussi de greffiers, simplifier les procédures administratives, veiller à une meilleure articulation justement entre la police judiciaire par exemple et le parquet. Donc il y a des réformes qui sont lancées et des moyens qui vont être donnés. Comme je l'ai dit, on a augmenté fondamentalement le projet de la justice, on va continuer à le faire. Et puis ce n'est pas en appelant à l'insurrection ou je dirais parfois à l'insoumission qu'on va régler les problèmes de sécurité et ni de justice. La justice, elle est la même pour toutes en France. On peut se prévaloir d'être dans un état de droit et c'est pas le désordre qui va qui je dirais ira dans le bon sens. Il faut garder la tête froide sur toutes ces questions de sécurité et de justice. Par rapport à ce manque de moyens témoigné par plusieurs magistrats. Oui, tout à fait. Juste avant, on n'a jamais, là, je n'ai pas appelé à l'insurrection depuis le début de ce plateau. Ça, c'est ce que raconte la majorité présidentielle depuis 3 jours pour trouver un moyen de répondre aux enjeux de ce second tour. Mais il n'y a pas d'appel à l'insurrection. Mais sur la justice, qui est effectivement un vrai sujet, il y a la nécessité d'augmenter les moyens. Vous l'avez dit, pendant 5 ans, ça n'a pas été fait, voire même ça s'est empiré. Donc c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on fait quand on est au pouvoir ? Là, ce qu'on constate, c'est 0, voire même une aggravation de la justice telle qu'elle est rendue dans ce pays. Moi, j'ai assisté à des réunions avec des magistrats de ce pays, des avocats qui sont vent debout contre le manque de moyens. La justice ne peut plus être exercée. Donc, dans un état de droit, si la justice n'a plus les moyens de s'exercer, ça pose problème, et notamment pour les plus défavorisés, les plus en difficulté d'entre nous. Simplifier les mesures, je ne suis pas d'accord, parce que simplifier, ça veut dire le tout Internet, et ça veut dire ne plus se retrouver face à une personne qui peut justement vous aider, vous expliquer, vous orienter. Donc non, s'il y a bien un domaine où il faut davantage recruter, c'est bien dans celui de la justice, puisque justement, oui, tout le monde n'est pas un pro du droit, et on a besoin d'avoir des personnalités formées qui puissent vous expliquer justement comment effectuer vos démarches. Eh bien, c'est ce que nous voulons faire, recruter.
Alors, nous allons passer à la thématique sur l'environnement. Le changement climatique tend à devenir une réalité aujourd'hui avec des épisodes de sécheresse, des perturbations importantes que les agriculteurs, notamment yvelinois, ont pu constater ces derniers jours. Face à ce constat et à l'urgence du sujet, quelles dispositions faut-il prendre? Et on va commencer avec vous, Natalia Pouzireff. Alors, il convient d'accélérer la transition écologique, ça c'est certain. Le président Emmanuel Macron l'a affirmé. Nous avons déjà amorcé beaucoup de réformes utiles à la transition écologique, notamment qui vont bénéficier à la sobriété énergétique avec la rénovation thermique des bâtiments. Plus de 700 000 par an, c'est notre objectif. Et également développer plus de transports publics. Le passage aux véhicules électriques est aussi une façon de réduire les gaz à émissions de serre. Mais si vous voulez, le but, c'est d'avoir une vision globale des enjeux de la transition écologique et de l'urgence climatique. C'est pour ça que j'ai convié à une réunion publique dans ma circonscription une experte du GIEC, parce que je crois que c'est un débat qui passionne tout le monde, et notamment les jeunes, et qu'il faut prendre la gravité de ce défi. Et c'est ce que nous allons faire. Déjà, nous avons, comme je disais, pris pas mal de dispositions dans la loi climat. Mais aujourd'hui, c'est le rôle de la France d'être moteur au niveau de l'Europe pour pouvoir avoir des mesures qui s'appliquent plus largement, comme la taxe carbone aux frontières, par exemple, mais aussi le pacte vert, des investissements massifs, car c'est par l'innovation aussi que nous allons pouvoir mieux répondre à cet enjeu-là, et tout en veillant aussi à ce qu'il y ait le fonds social climat qui soit mis en place, qui veille à ne laisser personne au bord du chemin, parce que ce sont effectivement les populations plus vulnérables qui vont être encore une fois touchées, le plus impactées par cette transition écologique et énergétique. Du côté de la NUPES, comment on répond à cette urgence climatique ? Déjà, c'est dans notre nom. Dans la NUPES, c'est Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Donc, c'est effectivement un aspect qui est au cœur du programme commun, qui est parce que c'est au centre des inquiétudes très profondes qu'on a aujourd'hui en France, notamment chez les plus jeunes. Quel avenir ? Dans quelle planète je vais vivre dans les prochains mois, dans les prochaines années ? Et ça, c'est effectivement extrêmement angoissant quand on rajoute ça, évidemment, à tous les autres éléments de difficultés sociales que j'évoquais tout à l'heure et qui sont compliqués à vivre pour beaucoup d'entre nous. Vous l'avez dit, l'époque, elle est marquée par le changement climatique. Donc la question, c'est comment on fait ? Puisque je pense qu'on a passé le temps des discours d'intention et des grandes résolutions qui ne produisent pas d'effet à ce stade. Le gouvernement d'Emmanuel Macron a été taxé d'inaction climatique il y a pas très longtemps. Vous-même, vous avez été assez mal classé, je crois, au vu des lois que vous avez votées qui ne tient pas la route à l'Assemblée nationale. Donc là, il y a nécessité maintenant de faire quelque chose concrètement. Donc nous, il y a deux aspects. C'est la planification écologique et la règle verte. Qu'est-ce que ça veut dire, la règle verte ? Ça veut dire que on ne prend pas plus à la nature que ce qu'elle peut produire. C'est un principe, on va dire, général. Et la planification, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on essaye de ne plus subir justement cette situation-là, mais d'intégrer ça dans un plan de gouvernement général pour qu'à chaque fois les questions écologiques et sociales aillent de pair. Et à partir de là, ça veut dire donc trouver des solutions sur le terrain de l'écologie, mais qui ne vont pas, par exemple, avec la casse sociale. Je prends un exemple, le passage à l'électrique devrait générer des centaines de milliers de suppressions d'emplois. C'est ça d'ailleurs souvent ce que vous appelez la transition écologique. Ce sont les centaines de milliers d'emplois qui vont être supprimés à cause de ça. Nous, l'objectif, par exemple, si on supprime le nucléaire ou si on va vers la sortie du nucléaire, ça n'est pas de licencier tout le monde, c'est de trouver justement ensuite des solutions pour que les personnes qui travaillent puissent se réinvestir dans les nouvelles sources d'énergie, renouvelables notamment, qu'on souhaite mettre en avant. Natalia Pouzireff ? Oui, alors nous souhaitons investir massivement justement dans les énergies bas carbone, donc à la fois dans les énergies renouvelables bien sûr, mais également dans le nucléaire. Et je pense que la sortie programmée par NUPES du nucléaire est là aussi incohérente. On a un mix électrique qui est à peu près équilibré, mais je vais vous dire, l'enjeu il n'est pas là. Notre mix électrique, c'est moins de 20% de notre consommation en énergie primaire. C'est notre dépendance aux hydrocarbures qu'il faut vraiment revoir. Et ça engage bien sûr tous nos modes de consommation. C'est pour ça que dans la loi climat, nous avons traité les chapitres transport, se nourrir, se loger, en faisant bien sûr des avancées sur la réduction du plastique. Nous avons interdit à terme l'usage des plastiques uniques. Déjà aujourd'hui, vous pouvez constater qu'il n'y a plus de paille ni de confetti. Et je crois que ça, c'est vraiment du concret.
Vous avez 30 secondes si vous voulez répondre pour qu'on soit à l'équilibre. Oui, peut-être sur un des aspects, parce qu'il y en aurait beaucoup, mais s'il y en avait un, ce serait la question des transports, où justement, il y a la volonté d'intégrer la question des transports, notamment en commun, dans ce grand thème de l'environnement ou de l'écologie, avec le retour au 100% public pour la SNCF, la fin de la privatisation, la fin de l'ouverture à la concurrence, notamment dans les transports, qui va s'avérer catastrophique, et d'avoir justement une plus grande maîtrise, encore une fois, des transports, de façon à la fois à régler aux problèmes sociaux, comment je me déplace au quotidien, comment c'est plus facile pour moi, et en même temps, d'un point de vue écologique, comment on réduit les déplacements en voiture, en camion, etc. C'est vrai aussi pour le fret. Mais l'État a la maîtrise sur EDF et nous n'allons pas, je dirais, brader ce secteur, au contraire. Vous êtes quasiment à l'équilibre au niveau des temps de parole. On va aller voir s'afficher à l'écran. Natalia Bouziret, vous avez 10 minutes 35. Mélinda Sauger, vous avez 10 minutes 24. On va passer à la carte blanche des deux candidates de la 6e circonscription des Yvelines. Et on va commencer avec vous, Mélinda Sauger. Ouais, alors moi, il y a un sujet vraiment qui me tient à cœur, c'est celui de la jeunesse et de ce que la jeunesse ou les jeunes en général subissent depuis maintenant 5 ans. Puisque je me suis un petit peu intéressée à ça et à faire le bilan de ce qu'ont subi les jeunes dans ce pays depuis 5 ans. Ils ont subi le confinement, le télétravail à la maison, l'école à la maison, qui était tout sauf de l'école. Je pense que quand on est parent ou enseignant comme moi, on l'a tout à fait constaté. Le masque toute la journée à l'école, avec là aussi la pression psychologique, les souffrances, les angoisses que ça a pu susciter. Des mois d'école d'enseignement qui ont été perdus, puisque le gouvernement s'est obstiné à ne pas régler la question du remplacement des enseignants dans les écoles. Donc on s'est retrouvé pendant le Covid, mais ça continue encore à la rentrée, puisque à la rentrée, il va manquer des milliers de profs dans les écoles et dans les collèges et les lycées de ce pays. Il y a finalement des élèves qui ont perdu des mois et des mois d'heures de cours, parce que quand un enseignant n'était pas là, qu'est-ce qu'on leur a dit ? Vous rentrez chez eux. Et donc c'est pour la première fois dans l'histoire de ce pays, on a rompu ce qu'on appelle l'obligation scolaire, c'est-à-dire que des élèves ne sont pas allés chez eux parce qu'il n'y avait pas d'enseignants. Ça se passe aussi dans les crèches d'ailleurs. Parfois les crèches peuvent fermer parce que maintenant il n'y a plus de personnel dans les crèches. Il y a aussi la situation que vivent les plus grands, je dirais là plutôt les lycéens avec Parcoursup. Il y avait la publication des premiers résultats il y a quelques jours, avec le lot d'angoisse que ça a pu encore une fois générer, avec cette façon dont aujourd'hui vous découvrez votre avenir finalement sur un écran d'ordinateur et souvent vous ne le découvrez pas, parce que dans la plupart des cas, 46% au premier résultat n'ont rien, même s'ils ont bien travaillé, même s'ils ont de bons résultats. Et je trouve ça monstrueux aujourd'hui qu'une classe d'âge se retrouve confrontée finalement à ce problème, parce que ça veut dire quoi ? Ils ne peuvent pas aller s'inscrire dans l'université de leur choix, puisque le bac aujourd'hui ne le permet plus, ce qui était le cas avant. Aujourd'hui, même si vous avez votre bac, même si vous avez une mention, vous n'êtes plus garanti d'aller à l'université, parce que le gouvernement a refusé de créer les places nécessaires pour accueillir les générations qui étaient issues des années 2000. On a tous vu le baby-boom de l'an 2000, et a refusé d'y faire face. Et, et ces jeunes aujourd'hui sont confrontés à ça, mais aussi à la répression de ce gouvernement. Moi, j'ai une image qui restera marquée à vie de ce gouvernement face à la jeunesse, c'est les lycéens de Mantes-la-Jolie agenouillés sous l'ordre des policiers parce qu'ils manifestaient justement contre la réforme du lycée, contre la réforme du bac. Et une des mesures, et je terminerai là-dessus, qu'on prendra, qui est à mon avis au cœur de ça, c'est l'abrogation de Parcoursup, parce que ça n'est plus possible qu'aujourd'hui cette jeunesse n'ait pas le droit à un avenir et n'ait pas le droit à faire les études de son choix. Vous avez 2 minutes et 10 secondes et 20 secondes pour être à l'équilibre. Natalia Bouziret, allez-y. Tout à fait. Écoutez, d'abord, juste pour rebondir sur l'éducation, là je ne vois que des alertes rouges, mais pas beaucoup de propositions pour faire face à ça. Et je crois que la France a été reconnue comme le pays qui a maintenu les écoles ouvertes pendant le Covid le plus longtemps par rapport aux autres pays. Donc les mensonges ne sont pas utiles, je crois, à ce niveau-là. En revanche, moi j'ai choisi comme thème l'Europe, parce que l'Europe, même si elle est encore en construction et perfectible, c'est la bonne échelle pour assurer la protection des citoyens européens, que ce soit face aux défis dont on parlait, l'urgence climatique, mais aussi c'est l'Europe qui protège avec une harmonisation fiscale et sociale. C'est l'Europe qui nous a protégés pendant le Covid aussi. C'est l'Europe qui produit le plus de vaccins maintenant au monde. C'est elle qui a permis de mutualiser les dettes pendant le Covid et qui a permis de sauver les économies de nos pays. Alors quand j'entends que les leaders de la France insoumise veulent désobéir à l'Europe ou en sortir, ou parfois on est d'accord, parfois on n'est pas d'accord, avec Europe Écologie Les Verts qui a rejoint NUPES, et pour moi c'était une grande incompréhension parce que dans leur nom il y a Europe, et je ne comprends pas justement cette idée de vouloir en sortir. Moi je dis non, c'est l'Europe de la justice sociale, c'est l'Europe qui nous protège, c'est l'Europe, comme je l'ai dit tout à l'heure, du pacte vert pour
pour l'environnement, c'est l'Europe de l'innovation pour les vaccins, c'est l'Europe qui va défendre nos valeurs démocratiques. Et quand j'entends aussi la proposition de Jean-Luc Mélenchon de sortir de l'OTAN, alors qu'on est en pleine guerre aux portes de l'Europe, qui ne veut pas non plus qu'on livre des armes à l'Ukraine, je pense que là, on est dans un autre monde et qu'on ne se rend pas compte de ce qui nous attend, du fait que l'ordre mondial est profondément bouleversé et qu'il faut faire face avec responsabilité et pas en parlant d'une entente altermondialiste comme je l'ai vu dans le programme de Mélenchon. Écoutez, la Bolivie, le Venezuela, c'est bien, mais moi je préfère faire confiance aux partenaires européens pour protéger nos citoyens et nos valeurs. Merci à toutes les deux d'être venues sur notre plateau pour débattre dans le cadre de cette 6e circonscription. Natalia Pouzyrev, candidate d'Ensemble pour la majorité présidentielle. On va peut-être voir sa fiche de candidature qu'on a fait sur TV78 s'afficher pour voir les propositions qu'elle émet et voilà sa fiche de présentation. Et puis on va voir aussi la fiche de Melinda Sauger, candidate pour la NUPES dans la 6e circonscription. Voilà qui s'affiche à l'écran. Les électeurs ont rendez-vous ce dimanche 19 juin pour voter et élire leurs députés dans la 6e circonscription, mais aussi dans les 12 circonscriptions des Yvelines. Tout de suite, rendez-vous avec le débat sur la 9e circonscription animée par Patrice Carmouze. Bruno Millienne, candidat de la majorité présidentielle, débattra contre Laurent Morin, le candidat du Rassemblement national. Merci et à bientôt sur TV78.